Le vent d'automne balayait les pavés humides de la rue des Tilleuls, soulevant les dernières feuilles dorées qui dansaient devant la modeste maison d'Élodie Marchand. À 27 ans, elle avait l'habitude de ces soirées tranquilles de novembre à Colmar, où le seul bruit qui troublait le silence était le murmure de la rivière Lauch, coulant entre les maisons à colombage. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant l'attendait. « Mademoiselle Marchand ?» demanda l'homme en costume sombre qui se tenait sur le seuil, une mallette de cuir noir à la main. Élodie ajusta son châle de laine autour de ses épaules et hocha la tête, intriguée. L'homme se présenta comme maître Dubois, notaire de Strasbourg, et son expression grave ne présageait rien de bon. « Il s'agit de la succession de votre père, Arnaud Marchand. Nous avons découvert un document particulier dans nos archives. » Les mains d'Élodie tremblèrent légèrement en invitant l'homme à entrer. Le salon, orné des broderies de sa grand-mère défunte et de quelques livres de littérature française, lui parut soudain fragile face à la solennité de cette visite inattendue. Maître Dubois posa sa mallette sur la table basse et en sortit un parchemin jauni, scellé d'un cachet de cire rouge, orné d'un symbole qu'Élodie ne reconnut pas, un faucon aux ailes déployées. « Votre père a signé ce contrat il y a exactement 20 ans, expliqua le notaire d'une voix mesurée. À l'époque, la vinerie familiale traversait une crise financière majeure. Pour éviter la faillite, il a accepté un arrangement avec la famille Al-Nazari du sultanat de Zaïra. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Le nom lui était complètement étranger, mais quelque chose dans le ton solennel du notaire lui glaçait le sang. « Quel genre d'arrangement ?» demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât déjà la réponse. « Un contrat de mariage. Votre père a promis votre main à l'héritier de la dynastie Al-Nazari en échange d'une somme considérable qui a permis de sauver l'entreprise familiale. » Le monde d'Élodie bascula. Elle qui avait grandi en croyant au libre arbitre, à l'amour choisi et non imposé, découvrait que son destin avait été scellé alors qu'elle n'était qu'une enfant de 7 ans, jouant innocemment dans les vignes de son père. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Mon père n'aurait jamais... Il croyait en la liberté, en l'égalité. J'en ai bien peur, mademoiselle. » Et aujourd'hui, le cheikh Samir Al-Nazari, nouveau dirigeant de Zaïra depuis la mort de son père l'année dernière, réclame l'exécution de ce contrat. Maître Dubois déplia un second document, plus récent, portant un en-tête officiel aux armoiries dorées. Il vous attend dans 15 jours à Zaïra pour la cérémonie. Le refus d'honorer ce contrat entraînerait des conséquences juridiques importantes, y compris la saisie de tous les biens issus de l'investissement initial. Élodie se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, observant les canaux paisibles de sa ville natale. Comment pouvait-elle abandonner cette vie qu'elle chérissait ? Son travail d'enseignante, ses élèves qui comptaient sur elle, sa petite routine faite de lecture au café de la place Jeanne d'Arc et de promenade le long de la route des Vins. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle sans se retourner. « La famille Al-Nazari est très influente, mademoiselle. Ils possèdent des intérêts économiques considérables en Europe. Une bataille juridique serait complexe et coûteuse. » Le silence s'étira, pesant comme un voile noir sur ses épaules. Élodie repensa aux histoires que sa grand-mère lui racontait sur les femmes fortes de leur famille, celles qui avaient traversé les guerres et les épreuves sans jamais perdre leur dignité. « Parlez-moi de cet homme, » dit-elle finalement. « Qui est ce cheikh Samir Al-Nazari » L'expression du notaire se fit plus grave encore. « On l'appelle le desfigurado de Zaïra. » Le défiguré de Zaïra. Il cache toujours la moitié de son visage derrière un voile noir. Les rumeurs parlent d'un accident, d'un attentat. Personne ne connaît la vérité exacte. Ce qui est certain, c'est qu'il dirige son émirat d'une main de fer depuis son palais de Kasr al-Hayat. Élodie ferma les yeux. En l'espace d'une heure, sa vie venait de basculer dans un récit qui semblait tout droit sorti d'un conte des 1001 nuits. Mais contrairement aux héroïnes des histoires qu'elle enseignait à ses élèves, elle n'avait pas le choix de refuser l'aventure. « Je dois réfléchir, dit-elle d'une voix blanche. « Bien entendu. Mais je dois vous informer que le cheikh a déjà envoyé ses représentants en France pour organiser votre voyage. Il semble très déterminé à ce que ce mariage ait lieu. » Après le départ du notaire, Élodie resta seule dans le silence de sa maison.
Elle prit entre ses mains la photo de son père, cet homme qu'elle avait tant admiré pour ses principes et sa droiture. Comment avait-il pu prendre une décision si lourde de conséquences sans même lui en parler avant sa mort? Dehors, les réverbères s'allumaient un à un le long de la rue des Tilleuls, éclairant faiblement les pavés mouillés. Quelque part au-delà des montagnes des Vosges, au-delà de la Méditerranée, dans un palais doré perdu au cœur du désert, un homme masqué l'attendait. Et dans 15 jours, elle devrait décider si elle était prête à échanger sa liberté contre l'honneur de sa famille. Les 2 semaines qui suivirent la visite du notaire passèrent dans un brouillard de préparatifs et d'émotions contradictoires. Élodie avait tenté de consulter un avocat, mais comme l'avait prédit Maître Dubois, la bataille juridique s'annonçait complexe et ruineuse. Le contrat était en béton, signé devant témoins, et les Al-Nazari avaient déjà versé une partie substantielle de la dot promise. « Tu ne peux pas partir comme ça, Élodie !» s'exclama Margot, sa meilleure amie depuis l'enfance, en arpentant nerveusement le petit salon. « C'est de l'esclavage moderne !» Élodie pliait soigneusement ses affaires dans sa vieille valise en cuir, celle-là même qui l'avait accompagnée lors de ses études à Strasbourg. Chaque objet qu'elle rangeait lui semblait peser plus lourd que le précédent. Ses romans de Victor Hugo annotés, la broche en forme de papillon que lui avait offerte sa grand-mère, quelques photos de Colmar sous la neige. J'ai exploré toutes les options, Margot. Si je refuse, ils peuvent réclamer la restitution de la somme versée à mon père avec les intérêts. Je perdrai la maison et probablement bien plus encore. Et ton travail, tes élèves, Madame Rousseau compte sur toi pour les préparer au baccalauréat. Élodie s'arrêta un instant. Elle avait passé sa dernière semaine à l'école à organiser sa remplaçante, à expliquer à ses élèves de terminale qu'elle devait partir pour des raisons familiales urgentes. Leur regard déçu et inquiet la hantait encore. « Tu sais bien que ce n'est pas un choix, dit-elle doucement. Et puis, peut-être que ce ne sera pas aussi terrible que nous l'imaginons. Un homme défiguré qui se cache derrière un voile noir dans un palais au milieu du désert ? Tu plaisantes, j'espère. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Élodie ouvrit pour découvrir une femme élégante d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable et accompagnée de 2 hommes en costume sombre. « Mademoiselle Marchand, je suis Leïla Amari, représentante de Sa Majesté le Cheikh Samir Al-Nazari. Nous sommes venus vous escorter jusqu'à Zaïra. » Élodie sentit son estomac se nouer. La réalité la rattrapait brutalement. Leïla avait un accent mélodieux, quelque part entre le français et l'arabe, et ses yeux noirs brillaient d'une intelligence aiguë. Malgré sa politesse, il émanait d'elle une autorité indiscutable. « Je ne suis pas encore prête, » balbutia Élodie. « Bien sûr, nous comprenons, nous pouvons attendre quelques heures. Cependant, l'avion privé de Sa Majesté nous attend à l'aéroport de Strasbourg, et nous devons respecter les autorisations de survol. Un avion privé. » Élodie n'avait jamais voyagé autrement qu'en train ou en voiture d'occasion. Cette réalité lui rappelait brutalement qu'elle allait épouser l'un des hommes les plus riches du Moyen-Orient. « Comment est-il » demanda-t-elle timidement. Leïla la regarda avec surprise, puis esquissa un sourire maternel. « Sa Majesté est un homme d'une grande culture, mademoiselle. Il parle parfaitement le français, possède une bibliothèque considérable et a étudié à la Sorbonne dans sa jeunesse. Il comprend votre situation et souhaite que cette transition se passe dans les meilleures conditions possibles. Et le voile qu'il porte ?» L'expression de Leïla se voila légèrement. « Sa Majesté a ses raisons. Cela ne vous concernera pas directement, tant que vous respecterez ses souhaits à ce sujet. » Margot, qui avait écouté l'échange avec des yeux ronds, s'interposa soudain. « Élodie peut-elle au moins nous donner des nouvelles? Rentrer en France de temps en temps ?»« Naturellement, » répondit Leïla. « Sa Majesté n'est pas un geôlier. Madame Al-Nazari jouira de toute la liberté qu'elle souhaite, dans les limites de la sécurité et du protocole royal. Madame Al-Nazari. » Ces mots résonnèrent étrangement aux oreilles d'Élodie. Dans quelques heures, elle ne serait plus Élodie Marchand, institutrice de Colmar, mais l'épouse d'un cheikh mystérieux. Les préparatifs s'accélérèrent. Leïla avait apporté plusieurs malles contenant des vêtements adaptés au climat de Zaïra.
Des robes longues en soie chatoyante, des châles délicats, des chaussures raffinées. Tout était de la plus belle qualité, mais Élodie se sentait déguisée en touchant ces tissus précieux. « Votre taille et vos mensurations nous avaient été communiquées par nos services », expliqua Leïla en l'aidant à essayer une robe d'un bleu profond. « Sa Majesté souhaitait que vous vous sentiez à l'aise dès votre arrivée. »« Comment connaissait-il ma taille ?» demanda Élodie troublée. « Sa Majesté s'intéresse à votre bien-être depuis longtemps, mademoiselle. » Cette réponse évasive ne fit qu'accroître l'inquiétude d'Élodie. Depuis combien de temps cet homme la surveillait-il? Que savait-il d'elle exactement? Le voyage en voiture jusqu'à Strasbourg se déroula en silence. Élodie regardait défiler les paysages familiers de l'Alsace, les vignobles dorés par l'automne, les villages aux toits pointus, la cathédrale de Strasbourg se dressant majestueusement dans le ciel gris. Tout cela lui semblait déjà appartenir à une autre vie. L'avion qui les attendait était d'un luxe inouï. L'intérieur ressemblait davantage à un salon qu'à un moyen de transport, avec des fauteuils en cuir blanc, des tapis persans et même un petit bureau en bois précieux. Élodie n'avait jamais rien vu de tel. « Sa Majesté espère que vous serez confortablement installé », dit Leïla en l'invitant à prendre place près d'un hublot. « Le voyage durera environ 6 heures. » Tandis que l'avion décollait, Élodie vit s'éloigner les lumières de Strasbourg, puis celles de toute la France. Chaque kilomètre parcouru l'éloignait de sa vie d'avant et la rapprochait d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. « Leïla » demanda-t-elle soudain. « Pourquoi moi ? Pourquoi le cheikh n'a-t-il pas simplement rompu ce contrat ridicule et épousé quelqu'un de son monde ?» La femme réfléchit un moment avant de répondre. « Sa Majesté est un homme d'honneur, mademoiselle. Quand sa famille s'engage, elle respecte sa parole. Et puis, peut-être pensait-il qu'une union avec quelqu'un de l'extérieur pourrait lui apporter quelque chose que son monde ne pourrait pas lui offrir. Quoi donc? La simplicité, mademoiselle, la vérité, l'innocence. » Élodie ferma les yeux et s'abandonna au ronronnement des moteurs. Quelque part au-dessus des nuages, entre l'Europe et le Moyen-Orient, elle essayait de se préparer à rencontrer l'homme qui allait changer sa vie à jamais. L'avion commença sa descente au moment où le soleil se couchait sur l'horizon, teignant le ciel de nuances orangées et pourpres qu'Élodie n'avait jamais vues en Alsace. Par le hublot, elle découvrit un paysage à couper le souffle. Des dunes dorées s'étendaient à perte de vue, ponctuées çà et là d'oasis verdoyantes qui brillaient comme des émeraudes dans l'immensité sablonneuse. « Bienvenue à Zaïra », dit Leïla avec une fierté évidente dans la voix, le plus petit mais aussi le plus prospère des Émirats de la région. En approchant de l'aéroport, Élodie aperçut une ville moderne qui semblait surgir du désert comme un mirage. Des gratte-ciel de verre et d'acier côtoyaient des bâtiments aux architectures traditionnelles, créant un mélange fascinant entre modernité et tradition. Au centre de tout cela, dominant la ville de sa silhouette majestueuse, se dressait un palais au dôme doré qui scintillait sous les derniers rayons du soleil. « Kasr al-Hayat » murmura Leïla en suivant son regard. « Le palais de la vie, votre nouvelle demeure !» Le cœur d'Élodie battit plus fort. Ce palais, qui ressemblait aux illustrations des contes de son enfance, serait bientôt sa prison dorée. L'atterrissage se déroula en douceur, sur une piste privée, à l'écart de l'aéroport principal. Une délégation impressionnante les attendait. Une dizaine d'hommes en robe blanche, immaculés, des gardes en uniforme et plusieurs femmes vêtues de tissus chatoyants. Au centre du groupe, une limousine noire aux vitres teintées attendait, moteur tournant. « Mais Sa Majesté préfère ne pas s'exposer en public », expliqua Leïla en remarquant qu'Élodie cherchait des yeux son futur époux. « Il vous attendra au palais. » La chaleur frappa Élodie dès qu'elle posa le pied sur le tarmac. Malgré l'heure tardive, l'air était encore brûlant et sec, très différent de l'humidité fraîche de Colmar. Elle remonta instinctivement son châle sur ses épaules, geste qui provoqua des sourires approbateurs parmi les femmes de la délégation. « Elles apprécient votre modestie », chuchota Leïla. « C'est de bon augure. » Le trajet en limousine à travers la ville fut un émerveillement constant. Les rues étaient larges et impeccablement entretenues, bordées de palmiers et de fontaines ornementales.
Les habitants qu'elle entrevoyait semblaient prospères et détendus, loin de l'image de pauvreté que véhiculaient parfois les médias occidentaux sur la région. Zahira possède les plus importantes réserves de gaz naturel de la région, expliqua Leila. Sa Majesté a su diversifier l'économie. Tourisme de luxe, technologie de pointe, énergie renouvelable. Notre taux de chômage est proche de 0. Et lui ? Demanda Élodie d'une voix hésitante. Comment gouverne-t-il? Avec sagesse et justice. Le peuple le respecte énormément, malgré sa discrétion publique. Vous voulez dire à cause de son voile? Leila hocha la tête. Sa Majesté ne paraît jamais en public sans son voile. Les audiences se déroulent derrière un paravent. Les conseils de gouvernement également. Seuls quelques proches conseillers et membres de la famille royale l'ont vue sans ce voile. « Et moi ?» demanda Élodie, le cœur battant. « Vous êtes sa femme. Enfin, vous allez l'être. » Le palais se dressa devant eux dans toute sa magnificence. Qasr al-Hayat était encore plus imposant vu de près. Une architecture islamique traditionnelle, sublimée par des touches modernes, avec des jardins luxuriants qui défiaient la sécheresse du désert. Des fontaines chantaient doucement dans la nuit, et l'air embaumait le jasmin et la rose. Les appartements qu'on lui attribua étaient d'un raffinement inouï. 3 pièces spacieuses au plafond voûté, ornées de mosaïques délicates et de tapis persans. La chambre donnait sur un balcon privé qui offrait une vue panoramique sur les jardins du palais et, au-delà, sur les dunes du désert qui s'étendaient vers l'horizon. « Sa Majesté souhaite que vous vous reposiez cette nuit », dit Leila en l'accompagnant pour une visite des lieux. « Il vous recevra demain matin pour votre première entrevue officielle. »« Comment dois-je me comporter ?» demanda Élodie, soudain paniquée à l'idée de commettre un impair. « Soyez vous-même, mademoiselle. » Sa Majesté apprécie l'authenticité par-dessus tout. Une fois seule, Élodie explora ses nouveaux appartements. La salle de bain était un véritable spa privé, avec une baignoire en marbre creusée dans le sol et des robinets dorés. Le dressing contenait déjà une garde-robe complète, des dizaines de robes, de châles, de chaussures, tous parfaitement ajustés à sa taille. Sur la table de chevet, elle trouva une enveloppe de papier vélin portant ses initiales en calligraphie arabe. À l'intérieur, une lettre rédigée en français d'une écriture élégante. « Mademoiselle Marchand, j'espère que votre voyage s'est déroulé dans de bonnes conditions et que vos appartements vous conviennent. Je sais que cette situation est difficile pour vous et j'en assume l'entière responsabilité. Je vous propose de nous rencontrer demain à 10 heures dans la bibliothèque du palais. Nous pourrons alors discuter librement des modalités de notre union et de vos souhaits concernant votre nouvelle vie ici. Sachez que je respecterai toujours votre liberté de choix dans les limites que nous définirons ensemble. Respectueusement, S. Al-Nazari. » Élodie relut plusieurs fois la lettre. L'écriture était ferme mais élégante, les mots choisis avec soin. Cet homme semblait cultivé et respectueux, loin de l'image du despote oriental qu'elle avait craint de rencontrer. Elle sortit sur son balcon et contempla le paysage nocturne. Les étoiles brillaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais observée en Europe, libérée de toute pollution lumineuse. Le silence du désert était troublé seulement par le murmure lointain des fontaines et le chant occasionnel d'un oiseau nocturne. Quelque part dans ce palais, probablement dans une aile opposée, l'homme qu'elle allait épouser était peut-être en train de l'observer depuis sa propre fenêtre. Cette pensée la fit frissonner, mais elle ne sut pas si c'était de peur ou d'une étrange anticipation. En se préparant pour la nuit, Élodie repensa aux dernières paroles de sa grand-mère avant de mourir. « Ma chérie, la vie nous réserve parfois des chemins inattendus. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer malgré elle. Demain, elle rencontrerait l'homme derrière le voile. » Et pour la première fois depuis l'annonce de ce mariage, elle se surprit à ressentir de la curiosité plutôt que de la terreur. Élodie s'éveilla avant l'aube, tirée du sommeil par l'appel à la prière qui résonnait mélodieusement depuis les minarets de la ville. Cette mélodie qu'elle entendait pour la première fois de sa vie avait quelque chose de mystique qui la troubla profondément. Elle se leva et sortit sur son balcon pour observer le lever du soleil sur le désert.
Le spectacle était d'une beauté saisissante. Les dunes prenaient feu sous les premiers rayons, passant du violet au rose, puis à l'or le plus pur. Au loin, une caravane de chameaux traversait l'horizon comme un mirage sorti d'un autre siècle. Comment cette terre aride pouvait-elle être si magnifique et si intimidante à la fois? Une servante discrète, prénommée Amina, vint l'aider à se préparer pour la rencontre. La jeune femme, qui parlait un français hésitant mais charmant, l'aida à choisir une robe d'un vert émeraude qui rehaussait ses yeux clairs et drapa ses épaules d'un châle de soie fine. Sa Majesté, très nerveux aussi, chuchota Amina avec un sourire complice en arrangeant les cheveux d'Élodie. « Comment le savez-vous? Il pas dormi, lumière dans bureau toute nuit, et il demande 3 fois si vous bien installé. » Cette révélation surprit Élodie. L'idée que ce puissant souverain puisse être aussi anxieux qu'elle face à cette rencontre la rassurait étrangement. À 10 heures précises, Leïla vint l'escorter vers la bibliothèque. Le trajet à travers les couloirs du palais fut un nouveau voyage d'émerveillement. Les murs étaient ornés de fresques délicates, représentant des scènes de vie dans les oasis, des calligraphies arabes et françaises entremêlées, et des vitraux colorés qui projetaient des arcs-en-ciel sur le sol de marbre. « Ah, la Majesté a fait installer ces vitraux en votre honneur, » murmura Leïla. « Ils représentent les paysages d'Alsace. Il a voulu que vous vous sentiez chez vous. » Élodie s'arrêta, émue. Sur l'un des vitraux, elle reconnut la silhouette de la cathédrale de Strasbourg, sur un autre, les vignobles en terrasse de Colmar. Comment cet homme connaissait-il si bien sa région natale? La bibliothèque était somptueuse. Des milliers de livres reliés de cuir occupaient des étagères qui montaient jusqu'au plafond voûté. L'odeur du parchemin ancien et de l'encre se mêlait à celle du santal qui brûlait dans de petits encensoirs. C'était exactement le genre d'endroit où Élodie aurait pu passer des heures à lire. Au centre de la pièce, près d'une grande fenêtre donnant sur les jardins, se tenait un homme de dos. Grand, élégant dans sa robe blanche traditionnelle, il contemplait silencieusement un livre ouvert devant lui. Et effectivement, la moitié gauche de son visage était dissimulée par un voile noir fixé derrière l'oreille. « Sa Majesté, Mademoiselle Marchand, est arrivée », annonça Leïla avant de se retirer discrètement. L'homme se retourna lentement et Élodie retint son souffle. Ce qu'elle pouvait voir de son visage était d'une beauté saisissante, des traits fins et nobles, un teint hâlé par le soleil du désert et surtout des yeux d'un noir profond qui semblait receler 1000 secrets. Sa présence dégageait une autorité naturelle mêlée d'une mélancolie troublante. « Mademoiselle Marchand », dit-il d'une voix grave et mélodieuse, avec un accent français parfaitement maîtrisé. « Je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre. » Il s'inclina légèrement d'un geste empli de respect et de courtoisie qui surprit Élodie. Elle s'était attendue à un homme autoritaire et distant, pas à cette politesse presque vulnérable. « Votre Majesté, » répondit-elle en esquissant une révérence maladroite. « Je vous en prie, appelez-moi Samir. Dans l'intimité de cette bibliothèque, nous pouvons oublier les protocoles. » Il l'invita à s'asseoir dans un fauteuil en cuir près de la fenêtre et prit place en face d'elle, veillant à ce que son profil voilé reste dans l'ombre. « Je suppose que vous avez 1000 questions, » dit-il. « Je vous écoute. » Élodie rassembla son courage. Sa grand-mère lui avait toujours dit qu'il fallait regarder la vérité en face, même quand elle faisait mal. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Vous auriez pu rompre ce contrat à la mort de votre père et épouser qui vous vouliez. » Samir sembla réfléchir longuement avant de répondre. « Mon père était un homme d'honneur, comme le vôtre. Quand nos familles se sont engagées, c'était pour sceller plus qu'un simple accord financier. C'était un pont entre nos deux mondes, un symbole de confiance mutuelle. Mais je ne connais rien à votre monde. Je suis institutrice dans une petite ville française. Je ne sais rien des protocoles royaux, de la politique internationale. Et c'est exactement ce qui m'attire chez vous. » Cette réponse inattendue fit rougir Élodie. « Vous m'avez fait surveiller, n'est-ce pas ? Observer plutôt. Discrètement. J'ai lu vos mémoires universitaires sur la littérature française du XIXe siècle.
J'ai appris que vous donniez bénévolement des cours d'alphabétisation aux immigrés de votre région. J'ai su que vous aviez refusé 2 demandes en mariage parce que vous ne vous sentiez pas libre d'aimer. Élodie se sentit mise à nu. Cet homme en savait plus sur elle qu'elle n'en savait sur lui. Et vous, qu'est-ce que je sais de vous, à part que vous vous cachez derrière un voile? L'expression visible de Samir se durcit légèrement. J'ai étudié la philosophie et la littérature à la Sorbonne. J'aime Bach et Rachmaninov. Je collectionne les manuscrits anciens et je parle 6 langues. Je gouverne un pays de 2 millions d'habitants en essayant de concilier tradition et modernité. Et oui, je porte ce voile pour des raisons qui n'appartiennent qu'à moi. Des raisons que vous ne me direz jamais, peut-être, un jour, si vous restez. Si je reste, je pensais que je n'avais pas le choix. Samir se leva et s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Élodie. « Vous avez toujours le choix, Élodie. Je peux vous proposer un mariage de convenance. Vous seriez libre de vivre votre vie ici, de retourner en France quand vous le souhaitez. En échange, vous m'aideriez à préserver l'honneur de nos familles et à maintenir les liens économiques entre nos pays. Et l'amour dans tout cela ?» Il y eut un long silence. Quand Samir se retourna, son regard était d'une intensité troublante. L'amour, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre, Élodie. Pas dans ma position, pas avec ce que je porte. Et si, moi, je voulais plus qu'un mariage de convenance? La question sembla le surprendre. Il la regarda longuement, comme s'il tentait de déchiffrer ses véritables intentions. Alors, il faudrait que vous acceptiez de ne jamais voir ce qui se cache derrière ce voile, et je ne suis pas sûr que vous en soyez capable. Essayez-moi. Ces 2 mots résonnèrent dans la bibliothèque comme un défi. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce, Élodie vit quelque chose s'adoucir dans le regard de Samir, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les semaines qui suivirent cette première rencontre furent pour Élodie un étrange mélange d'adaptation et de découverte. Samir avait tenu parole. Elle jouissait d'une liberté totale dans l'enceinte du palais et pouvait même sortir en ville, toujours accompagnée de Leïla ou d'un garde discret. Zahira se révéla être une société fascinante, bien loin des clichés qu'elle avait pu avoir. Les femmes occupaient des postes importants dans l'administration, l'université était mixte, et la tolérance religieuse semblait être la règle plutôt que l'exception. Le peuple paraissait véritablement respecter et admirer leur souverain mystérieux. « Sa Majesté a révolutionné notre pays », lui expliqua le docteur Amina Kassem, la directrice de l'université de Zahira, lors d'une visite que Leïla avait organisée. « Avant son règne, nous étions un petit émirat traditionnel. Aujourd'hui, nous rivalisons avec les plus grandes nations en matière d'éducation et d'innovation. Comment fait-il pour gouverner tout en restant si discret ?» demanda Élodie. « Sa Majesté possède un charisme naturel, sa voix, ses idées, sa vision. Le voile n'y change rien. Au contraire, cela ajoute une dimension mystique à sa présence. Le peuple le voit comme un sage, un protecteur. » Élodie commençait à comprendre que le voile de Samir, loin d'être un handicap, était devenu partie intégrante de son aura de dirigeant. Mais cela n'atténuait en rien sa curiosité grandissante. Ses journées avaient pris un rythme particulier. Le matin, elle explorait les jardins du palais avec Amina, sa femme de chambre, qui était devenue une amie précieuse. L'après-midi, elle lisait dans la bibliothèque ou suivait des cours d'arabe avec un professeur particulier. Et le soir, Samir venait la retrouver. Ces rencontres étaient devenues un rituel, jamais planifié, toujours fortuite en apparence, mais qu'Élodie soupçonnait d'être soigneusement orchestrée par le cheikh. Il apparaissait dans la bibliothèque vers 20 heures, toujours vêtu de sa robe blanche immaculée et de son voile noir, portant invariablement un livre à la main. « Bonsoir, Élodie », disait-il simplement en s'installant dans le fauteuil qui lui faisait face. Au début, leur conversation était polie et distante. Ils parlaient de littérature, de politique internationale, d'art. Samir se révélait être un homme d'une culture impressionnante, capable de citer Proust dans le texte, aussi bien que de réciter des poèmes d'Al-Mutanabi en arabe classique. Mais au fil des soirées, leurs échanges s'approfondissaient. Élodie lui racontait son enfance à Colmar, ses élèves, ses rêves d'enseigner la littérature à l'université.
Samir, plus réservé, évoquait parfois ses études à Paris, ses réflexions sur la gouvernance, sa passion pour les manuscrits anciens. « Pourquoi avoir choisi la philosophie ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'ils discutaient d'un traité de Kant qu'elle avait découvert dans la bibliothèque. « Parce que la philosophie nous apprend à questionner nos certitudes, » répondit-il, en refermant le livre qu'il consultait. « Et un dirigeant qui ne remet jamais en question ses décisions est un tyran en puissance. Est-ce pour cela que vous portez ce voile, pour vous rappeler de rester humble ?» Samir se figea. C'était la première fois qu'elle évoquait directement son voile depuis leur première rencontre. « Non, dit-il finalement, ce n'est pas pour cela. »« Alors pourquoi ?»« Élodie, il y a des blessures qui ne se voient pas, mais qui nous marquent ta vie. Mon voile cache une de ces blessures. » Une blessure du cœur. Il la regarda longuement et dans son regard, elle vit passer une douleur profonde. On pourrait dire cela, oui. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Samir se fit plus présent, plus attentif. Il lui fit visiter les parties privées du palais, ses appartements sobres mais raffinés, son bureau aux murs couverts de cartes et de portraits d'ancêtres, sa terrasse personnelle qui offrait une vue imprenable sur le désert. Un soir, il lui proposa même de l'accompagner lors d'une promenade à cheval dans les dunes. Élodie, qui n'avait jamais monté, accepta néanmoins, poussée par l'envie de découvrir cette facette plus libre de sa personnalité. « Tenez-vous bien, » dit-il en l'aidant à monter sur une jument docile. « Laissez-la vous porter, ne luttez pas contre son mouvement. » Ils chevauchèrent côte à côte vers le coucher du soleil, leurs montures avançant au pas sur le sable chaud. Samir montait avec une élégance naturelle, son voile flottant dans la brise du soir. Pour la première fois depuis son arrivée, Élodie se sentit véritablement libre. « C'est magnifique », murmura-t-elle en contemplant l'immensité dorée qui s'étendait devant eux. « Mon frère et moi venions souvent ici quand nous étions enfants, » dit Samir d'une voix douce. Il appelait cet endroit « le bout du monde ». « Votre frère ? Vous ne m'aviez jamais parlé de lui. » L'expression visible de Samir s'assombrit instantanément. Il arrêta sa monture et resta silencieux un long moment. « Il est mort, » dit-il finalement, « il y a 15 ans, et c'est ma faute, Samir. Non, ne dites rien. Certaines culpabilités ne peuvent être effacées par des mots de réconfort. » Ils rentrèrent au palais dans un silence pesant. Élodie comprenait maintenant que le voile de Samir cachait bien plus qu'une blessure physique. Il portait le poids d'un drame familial qui l'avait marqué à vie. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée, Samir ne vint pas la retrouver dans la bibliothèque. Élodie l'attendit jusqu'à minuit, inquiète. Avait-elle été trop indiscrète? Avait-elle franchi une ligne invisible qu'elle n'aurait pas dû dépasser? Quand elle regagna finalement ses appartements, elle trouva sur sa table de chevet une rose du désert, cette fleur rare qui ne pousse que dans les oasis les plus profondes. Aucun mot ne l'accompagnait, mais le message était clair. Malgré sa douleur, Samir tenait à elle. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle réalisait qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qu'elle ne connaissait qu'à moitié, et qui portait des secrets si lourds qu'il menaçait de les séparer avant même qu'ils n'aient eu la chance de se rapprocher véritablement. Dans 3 semaines aurait lieu la cérémonie officielle de leur mariage. Et plus ce jour approchait, plus Élodie se demandait si elle épouserait jamais l'homme véritable derrière le voile, ou seulement l'ombre de ses regrets. Le lendemain de leur promenade dans le désert, Samir était introuvable. Élodie l'attendit en vain dans la bibliothèque, mais Leïla lui apprit qu'il était parti pour une visite officielle dans les provinces rurales de l'Émirat et ne reviendrait que dans 3 jours. Cette absence forcée permit à Élodie de réfléchir à l'évolution de ses sentiments. Ce qui avait commencé comme une résignation face à un mariage arrangé se transformait peu à peu en quelque chose de plus profond et de plus troublant. Elle se surprenait à guetter le bruit de ses pas dans les couloirs, à chercher sa silhouette dans les jardins, à espérer leur conversation du soir. Pour occuper son temps, elle décida d'explorer plus en profondeur la culture de Zahira. Amina l'accompagna au souk traditionnel, un labyrinthe coloré d'échoppes où se mêlaient les parfums d'épices, d'encens et de cuir. Les marchands, d'abord méfiants face à cette européenne, se montrèrent rapidement chaleureux quand ils apprirent
qu'elle était la future épouse de leur bien-aimé souverain. « Sa Majesté bonhomme », lui dit un vieil artisan qui vendait des tapis. « Avant lui, nous, pauvres. Maintenant, enfants vont université, femmes travaillent, tout le monde mange. » « Et son voile ?» demanda timidement Élodie. Les gens s'interrogent. Le vieil homme haussa les épaules avec philosophie. « Grands hommes ont grands secrets. Nous, on juge par action, pas par visage. » Cette sagesse populaire réconforta Élodie, mais n'atténua pas sa curiosité grandissante. De retour au palais, elle décida de mener sa propre enquête discrète. Si Samir ne pouvait ou ne voulait pas lui dire la vérité sur son passé, peut-être pourrait-elle la découvrir par elle-même. La bibliothèque du palais contenait une section d'archives historiques consacrée à la famille royale. Élodie y passa ses après-midi, prétextant vouloir mieux connaître l'histoire de sa nouvelle patrie. Elle découvrit que Samir avait effectivement eu un frère cadet, Khalil al-Nazari, né 3 ans après lui. Les documents officiels parlaient peu de cette période, mais elle trouva des photos de presse qui montraient les 2 frères adolescents. Khalil était plus petit, plus mince que Samir, avec un sourire éclatant et des yeux pétillants de malice. Sur toutes les photos, il semblait collé à son frère aîné avec une admiration évidente. « Vous vous intéressez à l'histoire de notre famille ?» demanda une voix grave derrière elle. Élodie sursauta et se retourna pour découvrir un homme élégant d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume occidental impeccable. Ses cheveux grisonnants et ses yeux perçants lui donnaient un air d'autorité naturelle. « Je suis désolé », balbutia-t-elle en refermant précipitamment l'album photo. « Je ne savais pas que... » « Ne vous excusez pas, » dit l'homme avec un sourire bienveillant. « Je suis Omar al-Rachid, le conseiller principal de Sa Majesté et ami de la famille depuis plus de 30 ans. Vous devez être Élodie. En effet, enchanté de vous rencontrer. » Omar s'approcha et jeta un coup d'œil aux documents qu'elle consultait. « Ah, la période heureuse !» murmura-t-il avec nostalgie. Samir et Khalil étaient inséparables à cette époque. Khalil suivait son frère partout, et Samir le protégeait comme sa prunelle. « Que s'est-il passé ?» demanda Élodie avec précaution. Omar la regarda longuement, comme s'il jaugeait sa discrétion. « Sa Majesté ne vous a rien dit? Seulement que son frère était mort, et que c'était sa faute. Mais je ne comprends pas comment... » Omar soupira profondément et s'assit en face d'elle. C'était il y a 15 ans. Samir venait d'avoir 22 ans et commençait à assumer des responsabilités politiques importantes. Il y avait des tensions avec le clan rival des Al-Maziri, qui contestait la légitimité de notre dynastie. Élodie l'écoutait attentivement, sentant qu'elle touchait enfin au cœur du mystère qui entourait Samir. Un jour, les Al-Maziri ont envoyé des émissaires pour négocier un traité de paix. C'était un piège, mais nous ne le savions pas encore. Ils ont exigé que la réunion ait lieu dans les ruines de l'ancien fort de Kasr al-Dimaa, dans le désert. Et Samir y est allé? Oui, accompagné d'une petite escorte. Le problème, c'est que Khalil, qui avait 19 ans à l'époque, s'était secrètement glissé dans le convoi. Il voulait prouver à son frère qu'il était capable de l'aider dans ses missions diplomatiques. Omar marqua une pause, visiblement ému par ses souvenirs douloureux. Quand les Al-Maziri ont attaqué, Samir a réussi à s'échapper avec la plupart de ses hommes. Mais dans la confusion, il n'avait pas remarqué la présence de Khalil. Quand il s'en est rendu compte, il était trop tard pour faire demi-tour sans risquer la vie de tous ses hommes. Khalil est mort dans l'embuscade? Pire que cela. Les Al-Maziri l'ont capturé et ont exigé une rançon énorme pour sa libération. Samir était prêt à payer n'importe quel prix, mais son père, le vieux cheikh, a refusé. Il disait qu'accepter le chantage montrerait une faiblesse qui encouragerait d'autres tentatives. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle commençait à comprendre l'ampleur du drame qui avait brisé Samir. Samir s'est opposé à son père violemment. Pour la première et unique fois de sa vie, il a défié l'autorité paternelle. Il a organisé secrètement une mission de sauvetage avec ses fidèles. Mais Omar ne put terminer sa phrase, trop ému. « Mais » insista doucement Élodie. Mais les Al-Maziri avaient anticipé cette tentative.
Ils ont tué Khalil avant même que Samir n'atteigne leur campement. Quand nos hommes sont arrivés, ils n'ont trouvé que son corps. Élodie porta une main à sa bouche, horrifiée. « Mon Dieu !» Et Samir se reproche de ne pas avoir sauvé son frère. Il se reproche d'avoir emmené Khalil dans cette mission, même inconsciemment. Il se reproche d'avoir défié son père, ce qui selon lui a précipité la mort de son frère. Et surtout, il se reproche d'avoir survécu alors que Khalil, qui ne demandait qu'à l'admirer et le suivre, a payé de sa vie sa loyauté aveugle. C'est pour cela qu'il porte le voile ? Omar hocha la tête, tristement. Depuis ce jour, il considère qu'il n'a plus le droit de montrer son visage au monde. Le voile est sa pénitence, sa façon de porter le deuil éternel de son frère. Il dit qu'il le retirera quand Khalil reviendra, c'est-à-dire jamais. Élodie comprenait maintenant l'ampleur de la blessure qui rongeait Samir. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était une autopunition qui avait façonné toute sa personnalité depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a un moyen de l'aider à guérir? Omar la regarda avec une lueur d'espoir dans les yeux. Peut-être, mademoiselle, peut-être qu'un amour sincère pourrait lui faire comprendre que Khalil n'aurait jamais voulu qu'il se sacrifie ainsi. Mais il faudrait pour cela que quelqu'un l'aime assez pour accepter de voir au-delà de sa culpabilité. Cette conversation bouleversa Élodie. Quand Samir revint de sa tournée provinciale, 3 jours plus tard, elle le regarda avec des yeux nouveaux. Derrière le voile mystérieux, elle voyait maintenant un homme brisé par le chagrin et la culpabilité qui portait seul le poids d'un drame qu'il n'avait pas voulu. Ce soir-là, quand il vint la retrouver dans la bibliothèque, elle ne put s'empêcher de le regarder différemment. Son port altier cachait une immense solitude. Sa politesse raffinée masquait une douleur profonde. « Vous semblez préoccupée, Élodie, » remarqua-t-il en s'installant dans son fauteuil habituel. « Je pensais à vous, » répondit-elle avec une sincérité qui le surprit. « À moi? À l'homme que vous étiez avant de porter ce voile. » Samir se figea et dans son regard, elle vit passer un éclair de panique. « Élodie, nous avions convenu que... Je sais, mais j'aimerais que vous me parliez de Khalil. » Le livre que tenait Samir lui échappa des mains et tomba sur le sol avec un bruit sec. Pour la première fois, depuis qu'elle le connaissait, le masque de sérénité qu'il arborait toujours se fissura, révélant une vulnérabilité bouleversante. Le silence qui suivit la mention de Khalil sembla s'étirer à l'infini. Samir, habituellement si maître de lui, paraissait déstabilisé par cette intrusion dans son passé le plus douloureux. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Élodie. « Qui vous a parlé de lui ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Omar Al-Rachid. J'ai voulu comprendre pourquoi vous portiez ce voile. Je ne supportais plus de vous voir souffrir en silence. »« Vous voir souffrir ?» répéta Samir avec amertume. « Vous me connaissez depuis quelques semaines et vous prétendez lire ma souffrance ? Je vous observe depuis des semaines, Samir. Je vois comment vous vous tenez à l'écart lors des réceptions, comment vous évitez les miroirs, comment vous ne touchez jamais votre voile, même par inadvertance. Je vois un homme qui se punit pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. » Samir se retourna brusquement, et dans son regard, Élodie vit flamber une colère qu'elle ne lui connaissait pas. « Pas de ma faute ? Khalil est mort parce que j'ai été négligent, parce que j'étais trop fier, trop sûr de moi pour vérifier qui m'accompagnait, parce que j'ai défié mon père et précipité les événements. Khalil est mort parce qu'il vous aimait et qu'il voulait vous ressembler. Vous ne pouvez pas porter seul la responsabilité des actions d'autres hommes. Vous ne comprenez pas, Élodie. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors aidez-moi à comprendre. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de l'homme que vous étiez avant que cette tragédie vous transforme en fantôme. » Samir la dévisagea longuement, comme s'il tentait de jauger sa sincérité. Puis, lentement, il revint s'asseoir face à elle. Sa voix, quand il reprit la parole, était chargée d'une émotion à peine contenue. Khalil était lumineux, c'est le seul mot qui lui convienne. Là où j'étais sérieux et studieux, il était spontané et joyeux. Il avait ce don rare de voir le bon côté de chaque situation, de faire rire même les personnes les plus austères. Un sourire fugace passa sur le visage visible de Samir, le premier vrai sourire qu'Élodie lui avait vu. Il me suivait partout depuis l'enfance. Quand j'apprenais l'équitation, il voulait monter le même cheval,
Quand j'étudiais, il s'installait à côté de moi avec ses livres. Il disait qu'un jour, nous gouvernerions Zaïra ensemble, lui et moi, qu'il serait mon bras droit. Il vous admirait, aveuglément, et c'est cette admiration aveugle qui l'a tué. Élodie se pencha vers lui, sentant qu'elle touchait enfin au cœur de sa blessure. « Samir, regardez-moi. Croyez-vous vraiment que Khalil aurait voulu que vous vous punissiez ainsi, qu'il aurait voulu que vous renonciez à vivre pour porter le poids de sa mort? Il n'est plus là pour me dire ce qu'il veut. Mais moi, je suis là, et je vous dis que vous êtes en train de gâcher la vie que lui n'a pas pu avoir. Vous croyez l'honorer en vous cachant derrière ce voile, mais vous ne faites qu'insulter sa mémoire. » Samir se leva d'un bond, le visage déformé par la colère. « Mais comment osez-vous? Vous ne l'avez jamais connu, vous ne savez rien de ce qui s'est passé. J'en sais assez pour comprendre que vous vous détruisez par culpabilité. J'en sais assez pour voir que l'homme que j'aime disparaît un peu plus chaque jour derrière ses remords. » Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, et Élodie réalisa qu'elle venait d'avouer ses sentiments dans le feu de la dispute. Samir se figea, comme frappé par la foudre. « L'homme que vous aimez » répéta-t-il d'une voix blanche. « Oui, » dit Élodie en se levant à son tour, le cœur battant. « Je vous aime, Samir. Pas le cheikh, pas le personnage public, pas l'homme derrière le voile. Je vous aime, vous, avec vos blessures et vos secrets. Mais je ne peux pas aimer un fantôme qui refuse de vivre. » Élodie. « Non, laissez-moi finir. Dans une semaine, nous serons mariés. Mais je refuse d'épouser un homme qui ne se pardonne pas d'être en vie. Je refuse de vivre avec quelqu'un qui se cache derrière ses remords au lieu d'honorer la mémoire de son frère en construisant quelque chose de beau. Que voulez-vous de moi » cria presque Samir. « Je veux que vous retiriez ce voile. Je veux voir l'homme que vous étiez avant ce drame. Je veux que vous me fassiez confiance, comme Khalil vous faisait confiance. Jamais !» Le mot claqua comme un coup de fouet. Samir était maintenant debout près de la porte, visiblement prêt à fuir cette conversation. « Très bien, » dit Élodie avec une fermeté qui l'a surpris elle-même. « Alors, notre mariage sera exactement ce que vous aviez proposé au début. Un arrangement de convenance. Rien de plus. Je serai votre épouse en public, mais nous serons des étrangers en privé. C'est peut-être mieux ainsi. » « Non, Samir, c'est un gaspillage. Et c'est lâche. » Cette accusation de lâcheté fit mouche. Samir se retourna les yeux brillants de colère. « Lâche? Moi? Oui, lâche. Vous préférez vous complaire dans votre culpabilité plutôt que de prendre le risque d'être heureux. Vous préférez honorer un mort plutôt que de vivre pour les vivants. Et surtout, vous préférez porter un masque plutôt que de montrer votre vrai visage à quelqu'un qui vous aime. Et si mon vrai visage vous dégoûtait? Et si, derrière ce voile, vous découvriez un monstre? Alors j'aimerais ce monstre, parce que ce sera vous. » Cette déclaration laissa Samir sans voix. Il la regarda longuement, et Élodie vit dans son regard un combat terrible entre l'envie de céder et la peur de souffrir davantage. « Je ne peux pas, Élodie. Pas encore. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. » Élodie ramassa le livre que Samir avait fait tomber et le posa sur la table. « Bonne nuit, Votre Majesté. » Elle quitta la bibliothèque sans se retourner, laissant Samir seul avec ses démons. Dans le couloir, elle croisa Leïla qui l'attendait avec un air inquiet. « Mademoiselle, tout va bien ?»« Non, Leïla, rien ne va. Et j'ai bien peur que rien n'aille jamais bien tant que votre maître refusera de regarder la vérité en face. » Cette nuit-là, Élodie pleura pour la première fois depuis son arrivée à Zaïra. Elle pleurait sur l'amour naissant qu'elle venait peut-être de briser, sur la solitude de Samir qui refusait d'être sauvé, et sur elle-même qui découvrait qu'aimer quelqu'un pouvait être la plus belle et la plus douloureuse des expériences. Au même moment, dans une autre aile du palais, Samir était agenouillé devant le portrait de Khalil dans ses appartements privés, le visage baigné de larmes qu'il ne cherchait plus à retenir. « Que dois-je faire, mon frère ?» murmurait-il au portrait qui lui souriait éternellement. « Comment puis-je être heureux quand tu n'es plus là pour partager ce bonheur ?» Mais pour la première fois depuis 15 ans, Samir commençait à entendre dans sa tête une autre voix que celle de la culpabilité. Une voix qui lui disait que peut-être, oui, peut-être, Khalil aurait voulu qu'il vive. Les jours qui suivirent leur dispute furent empreints d'une tension palpable qui n'échappa à personne au palais. Samir et Élodie s'évitaient soigneusement.
leurs chemins ne se croisant plus que lors des réunions protocolaires nécessaires aux préparatifs du mariage. Leurs échanges se limitaient alors à des politesses glaciales qui brisaient le cœur de tous ceux qui les observaient. Leïla, qui avait pris Élodie en affection, tentait discrètement de servir d'intermédiaire. « Sa Majesté ne dort plus », confia-t-elle un matin à Élodie pendant que celle-ci essayait sa robe de mariée. Les domestiques l'entendent arpenter ses appartements toute la nuit. « Ce sont ses affaires », répondit Élodie d'un ton qu'elle voulait détacher, mais sa voix tremblait légèrement. La robe de mariée était un chef-d'œuvre de soie blanche brodée de fils d'or, mélange parfait des traditions françaises et zaïriennes. En se regardant dans le miroir, Élodie se sentit comme une actrice costumée pour jouer un rôle qu'elle ne désirait plus. « Mademoiselle, » dit doucement Amina en ajustant le voile de dentelle, « vous pas heureuse ?»« Non, Amina, je ne suis pas heureuse, mais parfois il faut accepter que l'amour ne suffise pas. » Les préparatifs du mariage royal avaient transformé tout le palais en une ruche bourdonnante d'activités. Des dignitaires venaient des 4 coins du monde arabe et d'Europe. La France avait envoyé une délégation officielle menée par l'ambassadeur. Même le président de la République avait fait parvenir ses félicitations personnelles. Élodie reçut également des nouvelles de Colmar. Margot, sa meilleure amie, lui avait écrit une longue lettre pleine d'espoir et d'inquiétude. « Ma chérie, j'espère que tu vas bien et que ce mariage royal se passe comme dans un conte de fées. Ici, tout le monde parle de toi. Tu es devenue une célébrité locale. Tes anciens élèves ont fait une banderole « Bonne chance, Madame la Cheika » qu'ils ont accrochée devant l'école. Tu nous manques terriblement, mais nous sommes tous fiers de toi. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. » Cette lettre fit pleurer Élodie. Comme sa vie d'avant lui semblait simple et paisible. Elle aurait donné n'importe quoi pour se retrouver dans sa petite maison de la rue des Tilleuls, à corriger des copies en buvant un thé au coin du feu. Omar al-Rachid vint la voir la veille du mariage. Le vieux conseiller paraissait préoccupé. « Mademoiselle Élodie, puis-je me permettre de vous parler en toute franchise ?»« Bien sûr, Omar. Sa Majesté est tourmenté. Depuis votre dispute, il a annulé plusieurs réunions importantes et passe ses journées enfermé dans ses appartements ou à chevaucher seul dans le désert. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est lui qui refuse de faire confiance. Il a peur, mademoiselle. Peur de vous décevoir, peur de revivre la douleur de perdre quelqu'un qu'il aime. Alors pourquoi m'épouser? » Omar soupira profondément, parce qu'au fond de lui, il espère encore. Il espère qu'un jour, il aura le courage de retirer ce voile. Mais il a besoin de temps. Et moi, j'ai besoin de quoi? D'épouser un fantôme et d'attendre qu'il daigne me faire confiance? Vous avez besoin de patience, mademoiselle. L'amour véritable demande parfois de la patience. Cette conversation laissa Élodie perplexe. Une partie d'elle comprenait la prudence d'Omar, mais une autre refusait de sacrifier sa dignité sur l'autel de la patience. Le soir, précédant le mariage, selon la tradition zaïrienne, les femmes de la famille royale organisèrent une cérémonie du henné pour Élodie. Dans le harem du palais, un salon réservé aux femmes et décoré de coussins colorés et de tentures précieuses, une quinzaine de dames l'entourèrent pour cette tradition ancestrale. La sœur cadette de Samir, la princesse Amira, était venue spécialement des États-Unis où elle faisait ses études de médecine. C'était une jeune femme moderne de 25 ans, au caractère bien trempé et aux idées arrêtées. « Alors, c'est vous qui avez réussi à faire craquer mon frère de glace ?» dit-elle en français parfait en s'installant près d'Élodie. « Je ne suis pas sûre d'avoir réussi quoi que ce soit, » répondit Élodie avec amertume. « Détrompez-vous, je ne l'avais jamais vu aussi vivant qu'au début de votre séjour ici. Leïla m'a dit qu'il souriait même parfois. Plus maintenant. » Amira étudia Élodie avec l'attention d'un médecin examinant un patient. « Qu'avez-vous fait? Vous lui avez demandé de retirer son voile? Comment le savez-vous? Parce que c'est ce que toute femme sensée ferait à votre place. Et parce que c'est exactement ce qui a dû le terroriser. » Pendant que les femmes appliquaient le henné sur ses mains et ses pieds en dessinant des motifs complexes, Amira raconta à Élodie des anecdotes sur Samir et Khalil. Khalil était le rayon de soleil de la famille.
Samir a toujours été sérieux, responsable, mais Khalil le faisait rire. Après sa mort, Samir s'est muré dans le silence. Il a assumé ses responsabilités de futur dirigeant avec une efficacité redoutable, mais il a cessé de vivre. Et le voile s'est apparu progressivement. D'abord, il évitait simplement les miroirs et les photos, puis il a commencé à porter des foulards lors des sorties publiques, et finalement, ce voile noir permanent. Notre père était désespéré, mais Samir était devenu intouchable sur ce sujet. Vous pensez qu'il le retirera un jour? Amira réfléchit longuement avant de répondre. Je pense qu'il a besoin qu'on lui prouve, qu'on peut l'aimer, malgré ses cicatrices. Pas seulement les cicatrices invisibles de la culpabilité, mais les autres aussi. Les autres. Élodie, mon frère ne porte pas ce voile seulement par culpabilité. Il y a autre chose, quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne, même pas à moi. Cette révélation troubla profondément Élodie. Qu'y avait-il donc derrière ce voile qui justifiait tant de mystères? La soirée se poursuivit dans une ambiance plus détendue. Les femmes chantèrent des chansons traditionnelles, racontèrent des histoires et prodiguèrent à Élodie leurs conseils pour le mariage. Malgré ses préoccupations, elle se sentit accueillie et aimée par cette famille qui allait devenir la sienne. Quand elle regagna ses appartements vers minuit, elle trouva une dernière surprise. Un bouquet de roses du désert posé sur son lit, accompagné d'un mot de Samir. « Élodie, demain nous nous marierons devant Dieu et devant les hommes. Je ne peux pas vous promettre de changer du jour au lendemain, mais je vous promets de ne jamais vous mentir. Si vous acceptez de m'épouser malgré mes défauts et mes secrets, je ferai tout pour être digne de votre confiance. » Pour la première fois depuis leur dispute, Élodie sentit l'espoir renaître dans son cœur. Peut-être leur histoire n'était-elle pas finie avant d'avoir vraiment commencé. Peut-être que l'amour était plus fort que tous les voiles du monde. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement pour la première fois depuis une semaine, ses mains ornées de henné reposant sur le bouquet de roses du désert. Demain, elle épouserait l'homme qu'elle aimait, et peut-être que cet homme finirait par comprendre qu'il méritait d'être aimé. L'aube du jour du mariage se leva sur Zahira dans une explosion de couleurs dorées et roses qui embrasèrent les dômes du palais. Élodie s'éveilla au son des tambours traditionnels qui résonnaient depuis la cour d'honneur, annonçant à tout l'émirat que leur souverain se mariait aujourd'hui. Malgré les émotions contradictoires qui l'agitaient, elle ne put s'empêcher d'être impressionnée par la magnificence des préparatifs. Depuis sa fenêtre, elle voyait des milliers de personnes converger vers le palais, vêtues de leurs plus beaux atours. Des tapis rouges et or avaient été déroulés dans les jardins, des fontaines de pétales de roses parfumaient l'air, et des musiciens installés à chaque coin du palais créaient une symphonie joyeuse qui contrastait avec l'anxiété d'Élodie. Amina et plusieurs servantes vinrent l'aider à se préparer. Le rituel était complexe et empreint de symbolisme. D'abord un bain aux huiles essentielles de jasmin et de rose, puis l'application d'un maquillage traditionnel qui rehaussait ses yeux clairs d'un col délicat et soulignait ses lèvres d'un rouge profond. « Vous magnifique, mademoiselle !» murmura Amina avec fierté en l'aidant à enfiler la robe de mariée. Le reflet dans le miroir surprit Élodie elle-même. La soie blanche brodée d'or épousait parfaitement sa silhouette. Le voile de dentelle française se mariait harmonieusement avec les bijoux zahiriens que lui avait offerts la famille royale. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées, mais se sentait comme une actrice sur le point d'interpréter le rôle le plus important de sa vie. Leïla apparut, resplendissante dans une robe de soie violette, pour l'escorter vers la salle de cérémonie. « Sa Majesté vous attend », dit-elle avec un sourire ému. « Il est très élégant aujourd'hui. »« Comment va-t-il » demanda Élodie malgré elle. « Nerveux comme un jeune marié », avoua Leïla avec tendresse. Omar a dû le convaincre de prendre un petit déjeuner ce matin. Le trajet vers la grande salle du trône se déroula au rythme des tambours et des you-you traditionnels. Les couloirs du palais étaient bordés de domestiques et de gardes qui s'inclinaient sur son passage. Tous souriaient avec une joie sincère qui réchauffait le cœur d'Élodie. La grande salle était somptueuse, un plafond voûté, orné de mosaïques dorées, des colonnes de marbre blanc et des centaines d'invités en tenue d'apparat.
Au premier rang, elle reconnut l'ambassadeur de France et plusieurs dignitaires européens. Les rangs suivants étaient occupés par la noblesse zaïrienne et les représentants des Émirats voisins. Et au bout de l'allée centrale, près de l'autel orné de roses blanches et rouges, se tenait Samir. Il était vêtu d'une robe traditionnelle blanche rehaussée de broderies dorées et portait le turban royal orné du croissant de lune en diamant. Son voile noir, plus élégant que d'habitude, était retenu par une chaîne d'or délicate. Malgré le tissu qui cachait la moitié de son visage, sa prestance était saisissante. Quand leurs regards se croisèrent, Élodie vit dans ses yeux une émotion intense qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Était-ce de l'amour, de la gratitude ou simplement du soulagement de l'avoir accepté ce mariage malgré leurs différends? La cérémonie mélangeait les traditions islamiques et les éléments que Samir avait souhaité inclure pour honorer les origines françaises d'Élodie. L'imam prononça les formules rituelles en arabe, puis Omar traduisit en français les vœux que Samir avait rédigés personnellement. « Élodie Marchand, je jure devant Allah et devant les hommes de vous protéger, de vous respecter et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre heureuse. Je vous promets la fidélité, la sincérité et la liberté de rester vous-même dans ce nouveau monde qui devient le nôtre. » Quand vint le tour d'Élodie de prononcer ses vœux, elle regarda Samir droit dans les yeux et parla du cœur. « Samir al-Nazari, je jure de vous accompagner dans vos joies et vos peines, de respecter vos traditions tout en gardant les miennes, et de construire avec vous un avenir digne de nos deux peuples. Je vous promets ma fidélité, ma patience et mon amour, quand vous serez prêt à le recevoir. » Cette dernière phrase, qui n'était pas dans le texte prévu, provoqua un murmure dans l'assemblée. Samir, lui, sembla touché en plein cœur par ces mots qui étaient à la fois une déclaration d'amour et un défi. L'échange des alliances se déroula selon la tradition zaïrienne. Samir glissa à l'annulaire d'Élodie un anneau d'or blanc orné d'un diamant taillé en forme de rose du désert. En retour, elle lui passa une alliance plus simple, gravée de leurs initiales entrelacées en calligraphie arabe et française. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara l'imam en français, concession supplémentaire aux traditions occidentales. Ce moment que redoutait Élodie arriva. Comment Samir allait-il procéder avec son voile? La solution qu'il trouva fut d'une élégance touchante. Il souleva délicatement le voile de dentelle d'Élodie et, s'inclinant vers elle, effleura ses lèvres d'un baiser respectueux par-dessus son propre voile de tissu. Leurs fronts se touchèrent un instant, et dans ce contact, Élodie sentit toute la tendresse contenue que Samir n'arrivait pas à exprimer autrement. L'assemblée explosa en applaudissements et en you-you. Des pétales de rose tombèrent du plafond et la musique traditionnelle résonna dans toute la salle. Officiellement, Élodie Marchand était devenue Sheikha Élodie al-Nazari, souveraine de Zaïra. La réception qui suivit fut grandiose. Dans les jardins du palais, transformés en salon à ciel ouvert, plus de 1000 invités dégustèrent un festin somptueux mêlant spécialités zaïriennes et plats français. Élodie et Samir présidaient à la table d'honneur, recevant les félicitations et les cadeaux des dignitaires du monde entier. « Comment vous sentez-vous, Votre Majesté ?» demanda discrètement Leïla pendant un moment de répit. « Irréel, » avoua Élodie, « comme si je rêvais la vie de quelqu'un d'autre. Cela passera. Un jour, vous vous réveillerez et cette vie vous semblera naturelle. Et si ce jour n'arrive jamais, il arrivera, » dit une voix masculine derrière elle. Élodie se retourna pour découvrir Samir, qui s'était approché sans bruit. Pour la première fois de la journée, ils étaient relativement seuls, à l'écart des invités. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-elle. « J'espère avoir l'occasion de vous le prouver. » Il lui tendit une petite boîte de velours bleu. « Votre cadeau de mariage, » dit-il. « Un cadeau personnel, pas officiel. » À l'intérieur, Élodie découvrit un pendentif délicat représentant 2 oiseaux entrelacés. Un faucon du désert et une cigogne d'Alsace gravés dans l'or blanc avec une précision d'orfèvre. « C'est magnifique », murmura-t-elle, sincèrement émue. « Comme notre union, j'espère. 2 mondes différents qui apprennent à voler ensemble. Et votre cadeau? Je n'ai rien pour vous. » Samir la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Votre présence ici est le plus beau cadeau que je puisse recevoir, Élodie.
le fait que vous ayez accepté ce mariage malgré tout ce qui nous sépare encore. Samir, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que je vous demande beaucoup de patience. Mais peut-être qu'un jour, il ne termina pas sa phrase, mais dans son regard, Élodie lut une promesse qu'un jour, peut-être, les voiles tomberaient entre eux. Les festivités se prolongèrent jusqu'à tard dans la nuit. Vers minuit, selon la tradition, les nouveaux époux furent escortés vers leurs appartements. Et pour la première fois depuis son arrivée à Zahira, Élodie réalisa qu'elle allait partager plus qu'un palais avec l'homme mystérieux qu'elle venait d'épouser. La nuit de noces l'attendait, avec tous ses mystères et ses révélations possibles. Les appartements conjugaux que découvrit Élodie étaient d'une beauté à couper le souffle. Situés dans l'aile la plus haute du palais, ils offraient une vue panoramique sur les jardins illuminés et le désert qui s'étendait sous la voûte étoilée. La suite était décorée dans un style raffiné, mêlant modernité et tradition. Des tapis persans ornaient des sols de marbre blanc, des meubles en bois précieux côtoyaient des œuvres d'art contemporaines, et partout, des roses blanches embaumaient l'air de leur parfum délicat. Amina l'aida à se démaquiller et à troquer sa robe de mariée contre une chemise de nuit en soie ivoire, simple mais élégante. Ses mains tremblaient légèrement en brossant ses cheveux. « Sa Majesté très respectueux », murmura la jeune femme pour la rassurer. « Lui jamais faire mal à personne. »« Je sais, Amina, ce n'est pas cela qui m'inquiète. »« Alors quoi ? J'ai peur qu'il refuse encore de me faire confiance. » Quand Amina la laissa seule, Élodie s'installa sur la terrasse privée qui donnait sur les jardins. La nuit était douce, les étoiles brillaient avec une intensité qu'elle ne se lassait pas d'admirer, et au loin, elle entendait les derniers échos de la fête qui se terminait dans les cours du palais. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait de cette nuit. Une part d'elle désirait ardemment se rapprocher de Samir, découvrir l'homme derrière le masque, partager avec lui une intimité qui dépasserait les convenances. Mais une autre part redoutait une nouvelle déception, un nouveau mur dressé entre eux. Un coup discret frappé à la porte la tira de ses réflexions. Samir entra, vêtu d'une simple tunique blanche et d'un pantalon de lin. Il avait retiré le turban royal et les ornements de cérémonie, mais conservait son voile noir. Dans cette tenue plus décontractée, il paraissait plus humain, plus accessible. « Bonsoir, Élodie, dit-il d'une voix douce. J'espère que ces appartements vous conviennent. Ils sont magnifiques, comme tout ce que vous m'avez offert aujourd'hui. » Un silence gêné s'installa entre eux. Ils étaient mari et femme depuis quelques heures, mais se comportaient encore comme des étrangers polis. « Élodie, dit finalement Samir en s'approchant de la balustrade. Je veux que vous sachiez que je ne vous forcerai jamais à rien. Ce mariage peut rester platonique si vous le souhaitez. Et vous, que souhaitez-vous » Samir tourna son regard vers le désert comme s'il y cherchait une réponse. « Je souhaite votre bonheur, même si cela signifie garder mes distances. » « Mes distances ? Nous venons de nous marier, Samir. Nous sommes censés construire une vie ensemble, pas cohabiter comme des colocataires. Mais comment construire quoi que ce soit quand je ne peux même pas vous montrer mon visage ? Alors montrez-le-moi, cria presque Élodie, exaspérée par cette conversation qui tournait en rond. Non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait si peur ? Que je vous trouve laid ? Que je vous rejette ? Que je vous dégoûte ? Ces mots prononcés dans un souffle révélaient une vulnérabilité si profonde qu'Élodie en eut le cœur serré. « Samir, regardez-moi. » Il obéit, et dans son regard, elle vit une peur panique qui contrastait avec l'assurance qu'il affichait habituellement. « Je vais vous poser une question, et je veux que vous me répondiez honnêtement. M'aimez-vous » La question le prit de court. Il ouvrit la bouche, la referma, puis finalement murmura « Oui, je vous aime. Contre toute logique, contre toute prudence, je suis tombé amoureux de vous. Alors pourquoi refusez-vous de me faire confiance ? Parce que l'amour que vous croyez ressentir pour moi pourrait s'effacer en un instant si vous voyiez ce que cache ce voile. Essayez-moi. » Élodie. « Non, nous avons déjà eu cette conversation il y a une semaine, et elle a failli tout détruire entre nous. Je ne passerai pas ma nuit de noces à supplier mon mari de me faire confiance. » Elle se leva et se dirigea vers la chambre, puis se retourna une dernière fois. « Je vais me coucher.
Vous pouvez me rejoindre quand vous aurez décidé si vous voulez être mon mari ou rester un étranger qui partage mon lit. » Dans la chambre, Élodie s'allongea sur le grand lit au drap de soie, le cœur battant. Elle était allée trop loin cette fois, elle le savait. Mais elle ne pouvait plus supporter cette danse d'hésitation et de non-dit. Quelques minutes plus tard, elle entendit Samir entrer dans la chambre. Il s'assit au bord du lit, le dos tourné vers elle. « Élodie, dit-il d'une voix brisée, si je retire ce voile, si vous voyez ce qu'il cache, et que vous ne pouvez plus me regarder ensuite, je ne m'en remettrai pas. Et si vous ne le retirez pas, vous ne me connaîtrez jamais vraiment. Parce que la femme que vous aimez, c'est celle qui est capable d'aimer au-delà des apparences. Et si ce qu'il y a sous ce voile n'est pas seulement laid, mais monstrueux, alors j'aimerais un monstre. Mais ce sera mon monstre. » Samir se retourna vers elle, et dans la pénombre de la chambre éclairée seulement par les bougies, elle vit ses mains trembler en portant vers les attaches de son voile. « Élodie, murmura-t-il, si je fais cela, il n'y aura plus de retour en arrière possible. »« Il n'y en a déjà plus, » dit-elle en se redressant pour s'asseoir face à lui. « Depuis le moment où j'ai dit « oui » aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous faire confiance. À vous maintenant de faire le même choix. » Les mains de Samir restèrent suspendues près de son voile, hésitantes. Élodie voyait dans son regard un combat terrible entre l'amour et la peur, entre l'envie de se dévoiler et l'habitude de se cacher. « Fermez les yeux, » dit-il soudain. « Non. Si vous retirez ce voile, je veux vous regarder, je veux voir l'homme que j'aime. » Élodie, faites-moi confiance, Samir, comme je vous fais confiance. Dans le silence de la chambre nuptiale, bercé par le murmure lointain des fontaines et le chant nocturne du désert, ils se regardèrent longuement. Puis, lentement, avec des gestes d'une précision chirurgicale, Samir commença à défaire les attaches dorées qui maintenaient son voile en place. Élodie retint son souffle. Après des semaines de mystère, elle allait enfin découvrir le visage complet de l'homme qu'elle avait épousé. Et surtout, elle allait découvrir le secret que Samir gardait si jalousement depuis 15 années. Le voile noir glissa le long de son visage et tomba sur le lit comme un rideau de théâtre qui s'ouvre sur le dénouement tant attendu. Et ce qu'Élodie découvrit la laissa sans voix. Le voile noir tomba sur les draps de soie comme un rideau qui s'ouvre sur la vérité. Et la vérité qui se révéla à Élodie la frappa comme un coup de foudre. Samir n'était pas défiguré. Son visage était d'une beauté parfaite, harmonieuse, sans la moindre cicatrice visible. Des traits fins et nobles, une peau hâlée par le soleil du désert, une bouche sensuelle et expressive, aucune trace de brûlure, aucune marque de violence, juste un homme magnifique qui la regardait avec une terreur panique dans ses yeux noirs profonds. « Mon Dieu !» murmura Élodie abasourdie. « Vous n'êtes pas défiguré. » Samir ferma les yeux comme s'il s'attendait à recevoir un coup. « Non, » dit-il d'une voix brisée, « je ne le suis pas. » « Mais alors, pourquoi ce voile? Pourquoi ces 15 années de mensonges ?» Samir se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Élodie. Ses épaules tremblaient légèrement. « Parce que les cicatrices les plus profondes ne se voient pas toujours, Élodie. Parce que j'ai voulu mourir ce jour-là avec Khalil, et que porter ce voile était ma façon de disparaître sans vraiment mourir. » Élodie se leva à son tour et s'approcha de lui avec précaution, comme on approche un animal blessé. « Samir, regardez-moi. Je ne peux pas. Pas maintenant que vous savez. Que je sais quoi. Que vous êtes un homme beau et tourmenté qui s'inflige une punition qu'il ne mérite pas. Que je suis un menteur. Que j'ai trompé tout mon peuple, ma famille, et maintenant vous. Vous n'avez trompé personne. Vous vous êtes protégé de la seule façon que vous connaissiez. » Samir se retourna brusquement, et dans son regard, Élodie vit une douleur si profonde qu'elle en eut le cœur brisé. « Vous ne comprenez pas, Élodie. Le jour où Khalil est mort, je n'ai pas seulement perdu mon frère. J'ai perdu le droit d'être celui que j'étais. Comment pouvais-je continuer à vivre normalement, à rire, à être heureux, quand lui ne pourrait plus jamais le faire, en honorant sa mémoire, en construisant quelque chose de beau avec la vie qu'il n'a pas pu avoir? J'ai essayé, j'ai gouverné, j'ai modernisé le pays, j'ai aidé notre peuple.
Mais à chaque fois que je me regardais dans un miroir, je voyais celui qui avait survécu alors que l'innocent était mort. Élodie s'approcha encore, jusqu'à pouvoir toucher son visage. Il tressaillit à ce contact, mais ne recula pas. « Samir, écoutez-moi bien. Khalil est mort parce que des hommes malveillants l'ont tué. Vous n'êtes pas responsable de leurs actions. Vous n'êtes responsable que de ce que vous faites de votre vie depuis. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Je me suis caché pendant 15 ans. Vous avez dirigé un pays. Vous avez amélioré la vie de 2 millions de personnes. Vous avez préservé la paix dans une région en conflit. Et surtout, elle prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder. Surtout, vous avez appris à aimer malgré votre peur. Vous m'avez épousé malgré vos démons. C'est cela, le vrai courage, Samir. Élodie, murmura-t-il. Et pour la première fois, elle vit des larmes couler sur ses joues. Je suis là, dit-elle simplement. Je suis là et je vous aime. Pas l'image que vous projetez, pas le personnage que vous jouez, mais vous. L'homme qui se punit depuis 15 ans pour une faute qu'il n'a pas commise. Comment pouvez-vous m'aimer en sachant que je suis un imposteur? Vous n'êtes pas un imposteur. Vous êtes un homme qui souffre et qui a trouvé sa façon de survivre à cette souffrance. Mais maintenant, il est temps de vivre vraiment. Samir la regarda longuement, comme s'il la découvrait pour la première fois. J'ai si peur, Élodie. Peur que sans ce voile, je ne sache plus qui je suis. Peur que mon peuple ne me reconnaisse plus. Peur que vous réalisiez que l'homme que vous avez épousé n'existe pas vraiment. Alors découvrons ensemble qui vous êtes vraiment, dit-elle en souriant à travers ses propres larmes. Découvrons qui est Samir al-Nazari, sans voile, sans masque, sans pénitence. Et si je n'y arrive pas, et si je ne sais plus être heureux, alors j'attendrai le temps qu'il faudra, mais je ne vous laisserai plus vous cacher. Dans la pénombre dorée de leur chambre nuptiale, ils se regardèrent en silence. Puis, lentement, Samir porta sa main vers le voile abandonné sur le lit. « Non, » dit Élodie, en arrêtant son geste. « Plus jamais. Mais demain, les audiences, le protocole... Demain, vous affronterez le monde avec votre vrai visage. Et si quelqu'un ose vous juger, il devra d'abord passer par moi. » Pour la première fois depuis des années, Samir sourit. Un vrai sourire, libre et lumineux, qui transforma complètement son visage. Vous savez que vous épouser a été la décision la plus terrifiante et la plus sage de ma vie, dit-il en caressant ses cheveux. Montrez-moi à quel point elle était sage, murmura-t-elle en se blottissant contre lui. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 15 ans, Samir al-Nazari s'endormit sans voile, le visage libre sous les étoiles du désert. Et pour la première fois depuis son arrivée à Zaïra, Élodie s'endormit vraiment apaisée, blottie contre l'homme qu'elle aimait, et qui avait enfin accepté de se montrer tel qu'il était. Dehors, le vent du désert soufflait doucement dans les jardins du palais, emportant avec lui les derniers vestiges d'un mensonge qui avait duré trop longtemps. L'aube qui se levait sur Zaïra serait différente de toutes les autres. Elle éclairerait pour la première fois depuis 15 ans le vrai visage de son souverain. Mais au petit matin, quand les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux de soie, un nouveau défi les attendait. Comment révéler la vérité au monde sans détruire l'image du mystérieux cheikh voilé que le peuple de Zaïra vénérait depuis si longtemps? Le voile était tombé dans l'intimité de leur chambre. Mais la vraie épreuve commencerait quand Samir devrait affronter le regard du monde extérieur. Le réveil fut doux et chaleureux. Élodie émergea lentement du sommeil, bercée par la sensation d'être enfin à sa place. À côté d'elle, Samir dormait paisiblement, son visage détendu dans la lumière dorée de l'aube. Pour la première fois, elle pouvait l'observer sans barrière, découvrir chaque détail de ses traits, la courbe de ses lèvres, l'ombre de ses cils sur ses joues. Il était encore plus beau qu'elle l'avait imaginé. Quand il ouvrit les yeux et la découvrit qui l'observait, son premier réflexe fut de porter la main vers son visage, cherchant machinalement le voile qui n'était plus là. La panique passa brièvement dans son regard avant qu'il ne se souvienne des événements de la nuit. « Bonjour, mon épouse, » dit-il d'une voix encore ensommeillée. « Bonjour, mon mari, » répondit-elle en souriant. « Comment vous sentez-vous? Vulnérable, exposé et étrangement libéré. C'est un début,
Ils restèrent un moment blottis l'un contre l'autre, savourant cette intimité nouvelle. Mais bientôt, les bruits du palais qui s'éveillaient leur rappelèrent que le monde extérieur les attendait. « Samir, dit doucement Élodie, il va falloir affronter la réalité. Votre peuple, vos conseillers, les protocoles. Je sais, et j'avoue que l'idée me terrifie. Nous pouvons y aller progressivement. Commencer par Omar, Leïla, les proches. Non, dit Samir en se redressant avec une détermination soudaine. Si je dois le faire, autant le faire complètement. Plus de demi-mesure, plus de compromis. Un coup discret frappé à la porte interrompit leur conversation. Amina annonça timidement qu'Omar al-Rachid demandait une audience urgente. « Faites-le entrer », dit Samir après avoir enfilé une robe de chambre. Omar pénétra dans la suite, l'air préoccupé. Quand il aperçut Samir sans voile, il s'arrêta net, bouche ouverte, comme frappé par la foudre. « Votre Majesté » balbutia-t-il. « Bonjour, Omar », dit Samir avec un calme qu'il était loin de ressentir. « Je suppose que vous avez des questions. » Le vieil homme s'effondra littéralement dans un fauteuil, incapable de détacher son regard du visage découvert de son souverain. Mais enfin, pourquoi? Pendant toutes ces années, et pourquoi ce mensonge? Parce que je n'arrivais pas à accepter d'être en vie alors que Khalil était mort, parce que je me punissais d'avoir survécu. Mon Dieu, murmura Omar, les larmes aux yeux. 15 ans de souffrance inutile. Pas inutile, intervint Élodie. Ces 15 années ont fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Un dirigeant humble, juste, qui comprend la souffrance de son peuple. Omar hocha lentement la tête, puis un sourire éclaira son visage ridé. Khalil serait si fier de voir l'homme que vous êtes devenu, Majesté, et si heureux de savoir que vous avez enfin trouvé quelqu'un pour vous rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Cette réaction rassura Samir. Si Omar, qu'il avait connu avant le drame, acceptait si facilement cette révélation, peut-être les autres feraient-ils de même. Mais l'épreuve suivante fut plus délicate. Leïla, convoquée pour organiser l'emploi du temps de la journée, entra dans le salon et s'immobilisa en découvrant Samir sans voile. Contrairement à Omar, sa réaction fut d'abord de la confusion, puis de l'incompréhension. « Majesté, votre voile? Vous l'avez oublié? » « Non, Leïla, je ne le porterai plus. Mais c'est impossible. Le peuple vous connaît avec votre voile. C'est votre signature. Ma signature était un mensonge, Leïla. Il est temps que j'apprenne à vivre dans la vérité. Mais les audiences d'aujourd'hui, les délégations étrangères encore présentes, comment allez-vous expliquer la vérité, dit simplement Élodie. Nous dirons la vérité. Leïla sembla au bord de la panique. En tant que responsable du protocole, elle voyait déjà les complications diplomatiques, les questions des journalistes, les rumeurs qui ne manqueraient pas de naître. « Majesté, avec tout le respect que je vous dois, ce changement soudain risque de déstabiliser tout. Votre image, l'autorité royale, la confiance du peuple. Ou au contraire, dit Omar d'une voix douce. Cela pourrait montrer au peuple que leur souverain leur fait enfin assez confiance pour se montrer tel qu'il est vraiment. » La journée qui suivit fut un véritable parcours du combattant. Samir commença par recevoir sa sœur Amira, qui éclata en sanglots en découvrant son visage. « Mon Dieu, mon frère !» s'exclama-t-elle en le serrant dans ses bras. « Tu es si beau! Pourquoi t'es-tu caché pendant toutes ces années? Parce que j'avais honte d'être celui qui avait survécu. Khalil ne t'aurait jamais pardonné de gâcher ta vie par culpabilité, tu le sais bien. » Cette réaction d'Amira conforta Samir dans sa décision. Puis vinrent les conseillers ministériels, les chefs de la garde royale, les responsables de l'administration. Chaque révélation était un petit tremblement de terre, mais globalement, les réactions étaient positives, mélange de surprise, d'émotion et de soulagement. L'épreuve la plus difficile fut l'audience publique de l'après-midi. Traditionnellement, le cheikh recevait les délégations et les citoyens dans la grande salle du trône, installée derrière un paravent doré qui ne laissait voir que sa silhouette. Ce jour-là, pour la première fois depuis 15 ans, Samir prit place sur le trône royal sans protection, le visage découvert. Le murmure qui parcourut l'assemblée quand il apparut fut assourdissant. Élodie, assise sur le trône adjacent, vit la surprise,
la confusion, puis progressivement l'admiration se peindre sur les visages de ceux qui découvraient enfin leur souverain. « Mes amis », dit Samir d'une voix claire qui porta dans toute la salle. « Pendant 15 années, j'ai gouverné Zahira en cachant mon visage derrière un voile. Aujourd'hui, grâce à l'amour et au courage de mon épouse, j'ai trouvé la force de me montrer à vous tel que je suis vraiment. » Un silence religieux s'était installé dans la salle. Ce voile était le symbole de ma culpabilité face à la mort de mon frère Khalil. Je pensais que me cacher était la seule façon d'honorer sa mémoire. Je me trompais. La vraie façon de l'honorer, c'est de vivre pleinement, de servir notre peuple avec transparence et de construire l'avenir qu'il n'aura pas pu voir. « Longue vie au cheikh !» cria soudain une voix dans l'assemblée. « Longue vie au cheikh !» réprit l'assemblée entière, en se levant comme un seul homme. L'ovation qui suivit dura plusieurs minutes. Élodie vit les larmes de joie et d'émotion couler sur les joues de nombreux spectateurs. Le peuple de Zahira découvrait non seulement le visage de son souverain, mais aussi sa vulnérabilité, son humanité. Et loin de le diminuer, cette révélation le grandissait à leurs yeux. Ce soir-là, dans l'intimité de leurs appartements, Samir et Élodie firent le bilan de cette journée historique. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Comme si je venais de naître une seconde fois » répondit-il en la prenant dans ses bras. « Comme si je découvrais enfin qui je suis vraiment. » « Et qui êtes-vous vraiment ? Un homme qui a eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire, qui lui a appris à s'aimer malgré ses défauts. Il vous reste encore du chemin à parcourir, vous savez ? Je sais, mais maintenant, je ne le parcourrai plus seul. » Dans les jardins du palais, le vent du désert soufflait doucement, emportant avec lui les derniers vestiges du mystère qui avait entouré leur souverain pendant 15 ans. Zahira entrait dans une nouvelle ère, celle de la transparence et de la vérité. Mais pour Samir et Élodie, l'aventure ne faisait que commencer. Ils devaient maintenant apprendre à construire ensemble un amour véritable, débarrassé des masques et des mensonges. Les semaines qui suivirent, la révélation furent pour Samir et Élodie une période d'apprentissage mutuel. Apprendre à vivre ensemble, apprendre à s'aimer sans masque, apprendre à construire un avenir commun. Mais aussi, pour Samir, apprendre à redécouvrir l'homme qu'il avait été avant le drame. Les premiers jours furent les plus difficiles. Samir avait tendance à porter machinalement la main vers son visage, cherchant un voile qui n'était plus là. Il évitait instinctivement les miroirs et sursautait parfois quand son reflet lui apparaissait dans une surface réfléchissante. 15 années d'habitude ne s'effaçaient pas du jour au lendemain. « C'est normal », lui disait tendrement Élodie quand elle le surprenait en train de détourner le regard d'un miroir. « Vous réapprenez à vous voir. Laissez-vous du temps. » Elle l'aidait avec une patience infinie, lui rappelant sans cesse sa beauté, sa valeur, son droit au bonheur. Parfois, elle le prenait par la main et l'emmenait devant le grand miroir de leur chambre. « Regardez-vous » murmurait-elle. « Regardez l'homme que j'aime. Regardez celui que votre peuple admire. Regardez celui que Khalil serait fier d'appeler son frère. » Progressivement, Samir apprenait à accepter son reflet. Plus encore, il apprenait à sourire à nouveau. Ce sourire que Khalil aimait tant et qui avait disparu pendant 15 ans revenait peu à peu éclairer son visage. Le changement le plus spectaculaire se produisit lors des audiences publiques. Débarrassé de son voile, Samir se montrait plus proche de son peuple, plus accessible. Il pouvait voir directement les expressions de ses visiteurs, capter leurs émotions, créer un lien authentique avec eux. L'effet était saisissant. Jamais il n'avait été aussi populaire. « Le peuple vous aime encore plus qu'avant », lui fit remarquer Omar un matin après une audience particulièrement chaleureuse. « Parce qu'ils voient enfin que je suis humain comme eux », répondit Samir. « Pendant 15 ans, j'étais une figure mystique, intouchable. Maintenant, je suis leur égal qui assume simplement plus de responsabilités qu'eux. » Élodie, de son côté, s'épanouissait dans son rôle de sheikha. Elle avait lancé plusieurs projets humanitaires, des programmes d'alphabétisation pour les femmes des zones rurales, des bourses d'études pour les jeunes talents zahiriens souhaitant étudier en Europe, et surtout un centre culturel franco-zahirien qui faisait le pont entre les deux cultures qu'elle chérissait.
Vous savez, lui dit un jour l'ambassadeur de France lors d'une visite officielle, votre histoire fait sensation en Europe. Une institutrice française qui épouse un cheikh mystérieux et l'aide à retrouver son humanité. Hollywood en ferait bien un film, pourvu qu'il ne déforme pas trop la réalité, répondit Élodie en riant. Mais au-delà des succès publics, c'était dans leur intimité que les changements étaient les plus profonds. Samir redécouvrait les plaisirs simples de la vie. Rire aux éclats devant une anecdote d'Élodie, se promener dans les jardins sans se cacher, partager des repas en tête-à-tête sans protocole. Il redécouvrait aussi sa sensualité, son droit à être désiré et à désirer. Un soir, alors qu'ils dînaient sur leur terrasse privée sous un ciel criblé d'étoiles, Élodie lui posa une question qui le surprit. « Samir, parlez-moi de vos rêves, pas vos projets politiques ou économiques. Vos rêves personnels. Ce que vous aviez avant Khalil. » Samir resta silencieux un long moment, fouillant dans une mémoire qu'il avait volontairement enfouie. J'avais un projet fou quand j'étais étudiant à Paris. Je voulais créer une université internationale dans le désert, un lieu où les étudiants du monde entier viendraient étudier ensemble, toute culture confondue. Et qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Rien, en fait. J'avais juste oublié que j'avais le droit de rêver. Alors, réalisons ce rêve ensemble. Ce projet d'université internationale devint leur première grande œuvre commune. Ils y consacrèrent des mois de préparation, sollicitant les plus grands architectes, les meilleurs pédagogues, les sponsors les plus généreux. Ce projet leur permettait de mélanger leurs compétences, la vision politique et économique de Samir, l'expertise pédagogique d'Élodie. Mais le moment le plus émouvant de cette période fut le jour où Samir décida de visiter la tombe de Khalil sans voile. C'était un matin de printemps, 6 mois après leur mariage. Le mausolée familial se dressait dans un jardin paisible à la périphérie de la capitale, lieu de recueillement où Samir n'était jamais venu à visage découvert. Élodie l'accompagna main dans la main jusqu'à la stèle de marbre blanc gravée du nom de Khalil al-Nazari. Samir s'agenouilla devant la tombe et pour la première fois depuis 15 ans parla à son frère sans masque. « Mon frère, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, je suis venu te présenter ma femme. Elle s'appelle Élodie, elle vient de France et elle m'a sauvé de moi-même. » Les larmes coulaient librement sur son visage, mais c'étaient des larmes de libération, plus de culpabilité. Elle m'a appris que t'honorer ne signifiait pas mourir avec toi, mais vivre pour ce en quoi tu croyais. Elle m'a rappelé que tu voulais que je sois heureux, que tu rêvais qu'on gouverne ensemble un pays en paix. Il sortit de sa poche le voile noir qu'il avait porté pendant 15 ans et le déposa délicatement sur la tombe. « Je te laisse ceci, mon frère. C'était le symbole de ma culpabilité, mais aussi de mon amour pour toi. Maintenant, je vais vivre, pour nous deux. » Élodie pleurait aussi, émue par cette réconciliation entre Samir et la mémoire de son frère. Quand ils quittèrent le mausolée, elle sentit que quelque chose d'essentiel venait de se résoudre en lui. Ce soir-là, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Samir lui parla longuement de Khalil sans douleur, avec juste une tendresse nostalgique. Il lui raconta leurs aventures d'enfance, leur complicité, leurs rêves partagés. « Il aurait adoré votre projet d'université, » dit-il en souriant. « Il rêvait de voyager, de rencontrer des gens de tous les pays. Alors nous l'appellerons l'université Khalil al-Nazari, » proposa Élodie. « Vous feriez cela, bien sûr. C'est votre frère qui nous a réunis, en quelque sorte. Sans sa mort, vous n'auriez jamais porté ce voile. Et sans ce voile, notre histoire n'aurait jamais commencé. Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une passion et une tendresse nouvelles. Samir avait enfin accepté son droit au bonheur, et Élodie avait trouvé sa place dans cette histoire complexe qui les liait désormais pour la vie. Au matin, quand ils se réveillèrent enlacés, sous les rayons du soleil zahérien, ils savaient que le plus dur était derrière eux. Ils avaient traversé ensemble l'épreuve des secrets et des mensonges. Maintenant, ils pouvaient enfin construire leur amour sur des fondations solides, la vérité, la confiance et l'acceptation mutuelle. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer, débarrassée des ombres du passé et éclairée par l'espoir d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, main dans la main,
sous le soleil du désert et celui de l'Alsace. 1 an plus tard, l'université Khalil al-Nazari ouvrait officiellement ses portes par une matinée dorée de novembre, exactement 1 an après l'arrivée d'Élodie à Zaïra. Le campus, érigé dans une oasis naturelle à 1 heure de la capitale, était un chef-d'œuvre d'architecture moderne qui s'intégrait harmonieusement dans le paysage désertique. Des bâtiments de verre et de pierre claire abritaient des salles de cours ultramodernes, des laboratoires de recherche et une bibliothèque qui rivalisaient avec les plus grandes du monde. Élodie et Samir se tenaient côte à côte sur l'estrade d'honneur, face à une assemblée internationale composée de recteurs d'universités, de diplomates, d'étudiants et de journalistes venus du monde entier. Le projet fou de Samir était devenu réalité grâce à leur volonté commune. « Mes amis », déclara Samir d'une voix claire qui portait dans tout l'amphithéâtre de plein air, « nous inaugurons aujourd'hui bien plus qu'une université. Nous ouvrons un pont entre les cultures, un lieu où les préjugés cèdent la place à la compréhension mutuelle. » Élodie, élégante dans une robe qui mêlait soie française et broderie zaïrienne, prit la parole à son tour. Cette université porte le nom de Khalil al-Nazari, un jeune homme qui rêvait de voir le monde s'unir dans la connaissance et la paix. Aujourd'hui, son rêve devient réalité. Les premiers étudiants qui foulent ce sol viennent de 52 pays différents. Ils vont étudier ensemble, grandir ensemble et peut-être changer le monde ensemble. Dans le public, Margot applaudissait avec enthousiasme. Elle était venue de Colmar avec une délégation d'anciens élèves d'Élodie pour assister à cette inauguration. À côté d'elle, Omar al-Rachid essuyait discrètement une larme d'émotion. Amira, désormais installée à Zaïra comme ministre de la Santé, souriait de fierté en regardant son frère. Après la cérémonie officielle, Élodie et Samir s'échappèrent pour une promenade en tête-à-tête dans les jardins de l'université. Ils aimaient ces moments de solitude complice, loin du protocole et des obligations officielles. « Vous souvenez-vous de notre première conversation dans la bibliothèque du palais ?» demanda Samir en s'arrêtant près d'une fontaine où l'eau claire chantait doucement. « Comment l'oublier? Vous étiez si mystérieux, si inaccessible. Je ne savais pas si je devais avoir peur de vous ou pitié de vous. Et maintenant, je sais que j'ai eu une chance inouïe de rencontrer l'homme le plus extraordinaire du monde, dit-elle en se blottissant contre lui. Même avec tous mes défauts, mes angoisses nocturnes, ma tendance à me réveiller en cherchant mon voile, surtout avec vos défauts, ils font de vous un homme vrai, pas une statue parfaite. » Ils restèrent un moment silencieux, contemplant les étudiants qui découvraient leur nouveau campus. De jeunes visages souriants venus des 4 coins du monde, symboles vivants de l'espoir et de la réconciliation. « Élodie, » dit soudain Samir, « j'ai une surprise pour vous. » Il sortit de sa poche une enveloppe aux armoiries de Zaïra. « Qu'est-ce que c'est ?» « L'acte de propriété d'une petite maison, rue des Tilleuls, à Colmar. » Élodie ouvrit des yeux ronds, incrédule. « Vous avez acheté ma maison d'enfance ? Et la maison voisine aussi. J'ai pensé que nous pourrions y passer nos vacances, que nos futurs enfants pourraient connaître les 2 cultures qui nous ont formés. » « Nos futurs enfants ?» répéta Élodie avec un sourire taquin. « Eh bien, j'espère que, si vous le souhaitez. » Pour toute réponse, elle l'embrassa passionnément là, au milieu des jardins, devant les étudiants ébahis qui ne s'attendaient pas à assister à une scène si romantique de la part de leur souverain. « Oui, » murmura-t-elle contre ses lèvres, « oui à tout, aux enfants, à Colmar, à cette vie que nous construisons ensemble. » 6 mois plus tard, par une douce soirée de printemps, Élodie annonçait à Samir qu'elle attendait leur premier enfant. La nouvelle fut accueillie avec une joie immense par tout le palais. Omar déclara solennellement que l'héritier du trône serait élevé dans les 2 langues et les 2 cultures de ses parents. « Comment l'appellerons-nous » demanda Samir en caressant tendrement le ventre, encore plat d'Élodie. « Si c'est un garçon, j'aimerais qu'il porte le prénom de votre frère. Khalil mérite de revivre à travers votre fils. Et si c'est une fille, Khalila, le féminin de Khalil, pour qu'elle grandisse en sachant qu'elle porte l'héritage d'amour et de courage de son oncle. » Cette décision émut profondément Samir.
Donner le prénom de Khalil à leur enfant était la preuve ultime qu'Élodie avait non seulement accepté son passé, mais qu'elle souhaitait l'intégrer dans leur avenir commun. L'année qui suivit fut marquée par une succession d'événements heureux. La naissance du petit Khalil al-Nazari, accueilli par des festivités nationales de 3 jours. Les premiers diplômés de l'université internationale, dont plusieurs furent recrutés par des organisations humanitaires internationales. L'ouverture de la maison de Colmar, où Samir découvrit avec émerveillement les charmes de l'Alsace, et où Élodie retrouva ses racines sans nostalgie. Mais le moment le plus symbolique fut celui où Samir décida d'organiser une cérémonie commémorative pour Khalil, 15 ans après sa mort. Contrairement aux cérémonies privées et douloureuses des années précédentes, celle-ci fut une célébration joyeuse de la vie de son frère. « Nous ne sommes plus ici pour pleurer Khalil », déclara Samir devant une foule immense rassemblée sur la place principale de la capitale. « Nous sommes ici pour célébrer ce qu'il nous a apporté, l'amour de la vie, la soif de découverte, la foi en l'avenir. » Dans ses bras, le petit Khalil gazouillait paisiblement, inconscient de l'importance de ce moment. Élodie, radieuse dans sa robe blanche, incarnait parfaitement cette nouvelle ère de bonheur et d'espoir. Ce soir-là, dans l'intimité de leurs appartements, ils firent le bilan de ces 2 années extraordinaires. « Avez-vous des regrets ?» demanda Élodie en berçant leur fils. « Un seul, répondit Samir, celui d'avoir attendu si longtemps pour retirer ce voile. Nous aurions pu être heureux plus tôt. » « Non, dit-elle en secouant la tête. Nous avons été heureux au moment où nous étions prêts à l'être. Votre deuil était nécessaire, votre culpabilité aussi. Elles ont fait de vous l'homme que j'aime. Et l'homme que je suis maintenant vous convient-il? Parfaitement. Même si j'aimerais qu'il se regarde plus souvent dans le miroir, sans surprise. Samir éclata de rire. Effectivement, il lui arrivait encore parfois d'être surpris par son propre reflet, tant il avait vécu longtemps sans se voir. Vous savez, dit-il en contemplant le visage endormi de leur fils, Khalil aurait été le plus merveilleux des oncles. Il aurait gâté cet enfant, lui aurait appris à rire, à aimer la vie. Il le fera, murmura Élodie, à travers vous, à travers nous, à travers l'amour que nous lui donnerons. Cette nuit-là, ils s'endormirent enlacés, leur fils entre eux, sous les étoiles du désert, qui avaient été témoins de tant de transformations. Le voile noir qui avait si longtemps caché le visage de Samir gisait maintenant dans un coffret, aux côtés des dernières lettres de Khalil. Plus une prison, mais un souvenir précieux d'une époque révolue. Au matin, quand le soleil se leva sur Zahira, il éclaira 3 visages sereins. Celui d'un homme qui avait appris à s'aimer, celui d'une femme qui avait trouvé sa place dans un monde nouveau, et celui d'un enfant qui grandirait dans un royaume où l'amour avait triomphé de tous les voiles. Leur histoire, commencée par un contrat oublié et une promesse d'un père désespéré, s'épanouissait maintenant en légende d'amour. Une légende qui prouverait aux générations futures que parfois les plus beaux amours naissent des plus grandes épreuves et que la vérité, même douloureuse, finit toujours par libérer ceux qui ont le courage de l'affronter. Dans les jardins du palais, les roses du désert continuaient de fleurir, témoins silencieux d'un amour qui avait su grandir malgré tous les obstacles. Et quelque part, dans l'éternité, l'âme de Khalil souriait, en voyant son frère enfin heureux, enfin libre, enfin vivant.